Alors, chers amis, on entame cette deuxième séance. Je me retrouve seul. C'est pas grave, alors qu'il y a en principe avec moi les professeurs Hind Al-Iraqi et Hassan Ourouzal, mais c'est pas grave. Il y a Amal Al-Iraqi, oui. Iraqi, excusez-moi. Amal Al-Iraqi. En tout cas, on doit commencer. Avant, il y a une annonce que madame, mon amie Jamila Randi veut faire, et c'est que les chefs de service d'endocrinologie avec le syndicat des endocrinologues sont invités à une réunion durant la pause café de l'après-midi. Donc on est encore le matin, mais c'est pour aviser toutes les personnes intéressées. Bon, pour cette séance, on a deux conférences. La première, et j'ai le plaisir de présenter une enseignante d'Agadir, qui était il y a déjà 2 ans à Oujda, qui avait fait une conférence l'an dernier avec notre ami El Tarch dans le cadre de la pathologie surrénalienne, si je me rappelle, et que sa communication était tellement appréciée que le bureau de la Smédiane et le comité scientifique de la Smédiane l'a invité une autre fois pour l'entendre, et cette fois-ci concernant les nouveautés des classifications anatomopathologiques des tumeurs thyroïdiennes. Alors, professeur Sen Abaoui, vous avez 20 à 25 minutes, disons. Très bien. Bonjour et merci professeur Chalabi de m'avoir présenté. C'est toujours un plaisir de voir que mon doyen m'apprécie et me présente de cette façon. Effectivement, ça fait 2 ans que j'ai été à Agadir à Oujda. Maintenant, je suis à Agadir et j'ai le plaisir de partager avec mon doyen, professeur Chalabi, cette aventure qui est de démarrer une nouvelle faculté de médecine à Agadir ainsi qu'un nouveau CHU. Donc, j'espère que l'expérience va être enrichissante pour tout le monde. Alors, comme le professeur Chalabi l'a dit, c'est la 2e fois que je viens à votre congrès national. Je suis ravie de vous revoir et de revoir certains amis. Et aujourd'hui, on m'a confié la tâche un peu difficile, je dirais, de vous expliquer les nouveautés en matière anatomopathologique des tumeurs thyroïdiennes. Alors, comme vous le savez, le cancer de la thyroïde, c'est un cancer qui n'est pas très fréquent, mais c'est aussi un cancer de bon pronostic, puisqu'on a une survie à 5 ans qui est de 94%. Donc, c'est un cancer qui est indolent. Et plusieurs papiers ont été, bien sûr, publiés qui rapportent qu'il y a une notion de surtraitement par rapport aux tumeurs thyroïdiennes. Alors, sur le plan, bien sûr, de ces tumeurs, il y a eu une révision majeure sur les tumeurs thyroïdiennes, surtout de souche folliculaire, avec des avancées sur le plan anatomopathologique et moléculaire depuis l'ancienne classification OMS 2004. Alors, il y a eu une meilleure codification des critères nucléaires du carcinome papillaire avec une majoration d'importance des signes d'invasion. Et actuellement, le rôle du pathologiste est axé essentiellement sur la morphologie, comme on va le voir. Alors, sur le plan historique, les tumeurs thyroïdiennes, depuis 1950, ont bénéficié de plusieurs avancées, avec l'événement majeur en 1960 des critères nucléaires du carcinome papillaire, avec l'apparition en 2000 du dénomination des tumeurs de potentiel bien différencié de humanité incertain. Il y a eu également une avancée majeure en 2014 avec la caractérisation moléculaire des carcinomes papillaires, avec l'apparition de la tumeur qui fait parler tout le monde et qui fait parler d'elle, c'est la NIFT en 2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau au niveau de la classification OMS 2017 des tumeurs de la thyroïde? Eh bien, il y a eu 2 nouvelles variantes. Une variante du carcinome vésiculaire et une nouvelle variante du carcinome papillaire, avec des signatures moléculaires qui sont maintenant bien codifiées, des carcinomes bien différenciés, surtout le carcinome papillaire. Il y a eu également l'introduction de 2 nouveaux chapitres qui n'existaient pas avant. C'est les autres tumeurs d'architecture vésiculaire encapsulée, qui sont maintenant caractérisées comme des tumeurs borderline. C'est une nouvelle notion qui est apparue dans cette classification OMS 2017, et également les tumeurs oncocytaires. Et suite à cette révision de la classification OMS 2017, il y a eu bien sûr la PTNM 2017. Alors, on y va. En ce qui concerne donc la classification OMS, en 2004, il y avait dans les tumeurs thyroïdiennes 2 grands chapitres, les carcinomes thyroïdiens et les adénomes thyroïdiens. En 2017, regardez, la liste s'est vraiment allongée avec plusieurs chapitres. Qu'est-ce qui est apparu? On a les lésions bénignes, on a les lésions malignes, et on a, comme je vous ai dit, l'apparition d'un nouveau chapitre, c'est les tumeurs de malignité incertaine, les tumeurs borderline, avec bien sûr ce nouveau chapitre, mais également dans les carcinomes, dans les tumeurs malignes, on a vu l'apparition des tumeurs à cellules oncocytaires. Alors, on va commencer par les nouvelles variantes qui ont été introduites dans la classification OMS 2017 avec la nouvelle variante du carcinome vésiculaire. Dans le carcinome vésiculaire, en OMS 2017, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 3 variants. On a la carcinome vésiculaire à invasion minime, ça veut dire qu'on a une invasion
que capsulaire. On a le carcinome vésiculaire encapsulé avec angio-invasion et on a le carcinome vésiculaire à invasion massive. Angio-invasion massive, ça veut dire supérieur ou égal 4 angio-invasions. Mais il faudra noter que même avec une invasion minime, le risque de métastase existe. Alors, il faut bien sûr savoir reconnaître ces invasions. Alors, les invasions, qu'elles soient capsulaires ou vasculaires, elles sont purement morphologiques. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est le rôle du pathologiste maintenant, au niveau de cette classification OMS 2017, c'est le retour aux sources, c'est le retour à la morphologie. Alors là, cette invasion capsulaire, soit elle est présente, indiscutable, elle est facile, on la voit, c'est super, on vous le dit, tout le monde est content, on a le diagnostic et on passe à la suite. Le problème qui se pose, c'est quand on a des invasions vasculaires qui sont discutables. Et là, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, il y a eu plusieurs schémas qui expliquent un petit peu les invasions vasculaires, capsulaires, pardon, avec bien sûr, comme vous voyez ici, yes, les invasions qui sont vraies et les invasions qui ne le sont pas ou qui posent des doutes. Reconnaître une invasion vasculaire. Alors maintenant, on parle d'invasion vasculaire et plus d'invasion lymphatique. L'invasion vasculaire, elle est également définie sur le plan morphologique par un embole tumoral, c'est un thrombus avec des cellules sanguines qui est collé à la paroi vasculaire et qui est endothélialisé. Quand il est présent, indiscutable, c'est facile à diagnostiquer, mais le problème, c'est que dans la vie réelle, tout n'est pas aussi beau. Des fois, on a des cellules comme ça, tumorales, qui se baladent dans la lumière vasculaire, on ne sait pas, c'est un embole, c'est pas un embole, c'est un déplacement. On se pose des questions et c'est discutable. Et il y a également des schémas qui ont été proposés par rapport à cette invasion vasculaire, qui est maintenant importante parce qu'elle permet de définir et de classer les variantes du carcinome vésiculaire. Et donc, quand on a des doutes, on explique ça dans le compte-rendu et il faut toujours garder un dialogue entre le pathologiste et le clinicien par rapport à ces cas. Alors, pourquoi cette subdivision en 3 variants? Eh bien, tout simplement parce qu'on a vu que le taux de mortalité cumulé était différent. Quand on a un carcinome vésiculaire avec invasion minime que capsulaire, le taux de mortalité est proche de 0%. Alors que quand on a une angio-invasion avec un carcinome encapsulé, ça passe de 5 à 30%. Et quand on a un carcinome largement invasif, le taux de mortalité passe à 50%. Quelles sont les implications thérapeutiques quand on a ce type de variante de carcinome vésiculaire? Eh bien, quand on a un carcinome vésiculaire encapsulé, invasion minime, eh bien, le traitement consisterait en une lobectomie. Alors que quand on a un carcinome vésiculaire angio-invasif, qu'il soit minime ou massif, le traitement serait une thyroïdectomie totale avec un traitement à l'iode. En ce qui concerne le carcinome papillaire, quelle est la nouvelle variante qui a été introduite? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la variante micropapillaire et enclos de tapissier. C'est une variante qui est très agressive. Elle survient chez la femme. C'est une variante où on a des cellules enclos tapissier avec des micropapilles. Vous avez les noyaux qui sont projetés vers la lumière. Et c'est une variante qui est considérée comme étant moyennement différenciée. C'est une variante moyennement différenciée du carcinome papillaire. On retrouve des mutations BRAF. Alors, j'en profite pour parler des signatures moléculaires dans les carcinomes thyroïdes indifférenciés, surtout dans les carcinomes papillaires, où on a plusieurs papiers avec l'étude du génome qui a permis de caractériser les anomalies génétiques, avec la mutation la plus fréquente, c'est la mutation du BRAF, qui porte sur la voie du MAP kinase, qui est une voie qui est stimulée par le GFR, et on a cette mutation du BRAF qui déclenche la prolifération cellulaire. Alors, ces anomalies moléculaires qui ont été détectées dans le carcinome papillaire ont permis de proposer une classification moléculaire du carcinome papillaire, avec un carcinome papillaire de type BRAF-like et le RAS-like. Dans le BRAF-like, qu'est-ce qu'on a? On a une architecture papillaire. Ce sont des lésions avec des mutations de type BRAF V600E, avec des anomalies du promoteur du TERT et des anomalies du gène PI3KC AKT1 qui sont de mauvais pronostics. Et dans ces lésions, on a un réarrangement du RET et on a une forte activation de la voie MAP kinase. Alors que dans les signatures moléculaires de type RAS, ce sont des lésions vésiculaires, encapsulées dans 80% des cas, et elles ont même été reclassées en autre tumeur vésiculaire encapsulée. Alors on peut avoir une mutation du RAF, mais jamais la V600E. Alors, dans les carcinomes papillaires de signature BRAF V600E-like, on a le carcinome papillaire classique, le carcinome papillaire avec cellules hautes, et dans ce cas, on aura d'autres mutations associées, notamment les anomalies de TERT, et on a également la variante avec les Hobnail cells, les cellules enclos tapissier, où on a des anomalies de la TP53. On a également, comme je l'ai dit, le carcinome papillaire avec signature RAS-like, et dans ce cas, c'est une architecture vésiculaire, mais c'est encapsulé avec angio-invasion. Alors, on a la particularité du carcinome papillaire d'architecture vésiculaire qui est infiltrant, et dans ce cas, ce n'est pas une signature RAS,
même si on a une architecture vésiculaire, mais puisque c'est un filtrant, on aura la mutation comme dans le papillaire classique, c'est-à-dire de type BRAF V600E. Pour ce qui concerne le carcinome folliculaire, eh bien, on aura des anomalies de type RAS qui portent également sur la voie MAP kinase, mais sur le RAS, pas sur le RAF, et également qui va déclencher une prolifération cellulaire. Mais on aura également d'autres anomalies, notamment celle du PITEN, qui est ici, sur la voie P3-AKT-mTOR, qui est la voie de signalisation également de la survie cellulaire et de l'apoptose. Et on aura des anomalies qui vont bien sûr inhiber l'apoptose et augmenter la survie cellulaire. Alors, 2 nouveaux chapitres sont apparus dans la classification OMS 2017. Quels sont ces chapitres? Eh bien, on a les tumeurs d'architecture vésiculaire encapsulée et les tumeurs oncocytaires. Dans les tumeurs d'architecture vésiculaire encapsulée, on a remplacé le terme de cancer par tumeur. Pourquoi? Parce que ce sont des lésions qui ne sont ni bénignes, mais qui ne sont pas malignes, qui ont un potentiel de malignité incertain. Elles sont de type borderline. Alors, ce sont des tumeurs dans lesquelles on trouve 3 lésions. On trouve les tumeurs folliculaires de potentiel de malignité incertain et les tumeurs bien différenciées de potentiel de malignité incertain, folliculaire, oui, et la NIFT. Alors, comment est-ce qu'on fait pour classer ces lésions? Eh bien, on va se baser sur 2 choses. On va se baser sur les caractéristiques nucléaires du carcinome papillaire, c'est-à-dire, on va les voir tout à l'heure, comment on reconnaît les noyaux du papillaire, et on se base sur l'invasion de la capsule et l'angio-invasion. Quand on a des noyaux de papillaire avec une angio-invasion ou une invasion capsulaire, avec une architecture bien sûr folliculaire, on est dans le carcinome papillaire variante folliculaire. Maintenant, si on a une invasion capsulaire ou vasculaire, mais qu'on n'a pas de noyau de papillaire, on est dans le carcinome folliculaire. Si maintenant, on n'a pas d'angio-invasion ou on n'a pas des fractions capsulaires, mais on a des caractéristiques nucléaires du papillaire, du carcinome papillaire, on est dans la NIFT. Et si maintenant on a un doute sur l'invasion capsulaire ou vasculaire, et on a des noyaux qui peuvent être soit du type papillaire ou on ne sait pas trop, on classe cette lésion dans les tumeurs bien différenciées de potentiel de malignité incertain. Maintenant, si on n'a pas les caractéristiques nucléaires du papillaire et on a un doute sur les fractions, on classe ça dans les tumeurs folliculaires de potentiel de malignité incertain. Donc je propose bien sûr de passer au NIFT parce que c'est la lésion qui est apparue sur le New York Times. Alors NIFT pour Non-Invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Feature, c'est une tumeur thyroïdienne vésiculaire. Ça veut dire qu'on a une architecture folliculaire, vésiculaire, qui n'est pas invasive. C'est important, c'est la clé du diagnostic, avec des noyaux de type papillaire. Je m'explique. C'est une tumeur qui est encapsulée d'architecture folliculaire avec les caractéristiques nucléaires du carcinome papillaire. Elle est anciennement appelée carcinome papillaire encapsulé de variante vésiculaire sans invasion, c'est important, et la reproductibilité du diagnostic, elle est limitée en pathologiste car le diagnostic de malignité se base presque uniquement sur l'aspect des noyaux. Alors c'est une lésion qui a été reclassée en tumeur, mais pas en carcinome. Pourquoi? C'est un terme qui est plus approprié par rapport à cette lésion qui est de malignité intermédiaire, on va dire. Et bien sûr, pour éviter aussi de les surtraiter. Alors, les critères diagnostiques sont stricts. Et bien sûr, il faut toujours s'acharner à ne pas méconnaître une lésion plus grave, c'est-à-dire ne pas méconnaître un carcinome papillaire dans sa variante vésiculaire. C'est une tumeur qui a un profil génétique particulier. Elle a les mêmes altérations que les tumeurs vésiculaires avec les anomalies du RAS. Et donc, jamais de mutation de BRAF V600E comme dans le papillaire. On peut avoir des anomalies du BRAF, mais ça va porter sur le K601E. Alors, quels sont les critères diagnostiques d'une NIFT? Eh bien, c'est une tumeur, comme on l'a dit, qui est encapsulée, bien délimitée, avec une architecture folliculaire. Les critères d'exclusion, c'est moins de 1% de papilles, pas de psamome, pas d'architecture solide, avec un score nucléaire de 2 à 3, je vais vous montrer tout de suite ça veut dire quoi, pas d'invasion capsulaire ou d'angio-invasion, pas de nécrose tumorale et pas d'activité mitotique élevée. On regarde les noyaux. Qu'est-ce qu'on a par rapport au scoring? Je vous rassure, je ne vais pas m'attarder sur cette diapo, je vais vous faciliter la tâche. Alors, les critères nucléaires du carcinome papillaire se basent sur quoi? Quand on regarde sur une lame, on compare les noyaux de la tumeur par rapport aux noyaux du tissu normal. On regarde la taille et la forme des noyaux. Est-ce qu'elle est segmentée? Est-ce que c'est chevauché? Est-ce qu'il y a des tassements? On regarde la membrane, est-ce qu'elle est irrégulière ou pas? Et on regarde la chromatine, est-ce qu'elle est claire ou pas? Et on a comme ça un score de 0 à 3. On y va. Scoring simplifié.
On a ici dans le petit encadré les noyaux normaux. Ici, on a les noyaux des cellules tumorales. Noyau légèrement augmenté par rapport à la normale, chromatine normale, pas d'irrégularité, c'est un score 1. Noyau augmenté, irrégularité de la membrane nucléaire par rapport à la normale, score 2. Noyau augmenté, regardez, c'est irrégulier, c'est comme si c'était essoré. On a une chromatine qui est claire, on est en un score 3. Et pour poser le diagnostic d'une NIFT, il faut qu'on ait des noyaux de score 2 ou 3. Quelles sont les implications pour nous, pathologistes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour poser ce diagnostic? Eh bien, on doit inclure toute la capsule. Pourquoi? Pour éliminer l'invasion capsulaire. On doit rechercher les critères d'exclusion, et pour cela, on utilise un algorithme. Et on peut rajouter une note explicative en disant qu'il s'agit d'une tumeur de potentiel malin très faible selon les études effectuées sur le carcinome papillaire encapsulé de variantes vésiculaires sans invasion. Aucune chirurgie complémentaire après résection complète ni radiothérapie ne sont nécessaires pour la majorité de ces lésions, mais bien sûr, les RCP, des cas peuvent être proposés pour discussion entre pathologistes et cliniciens. L'algorithme utilisé, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, bien sûr, on commence par la capsule. Si c'est bien délimité, on est sur le chemin pour arriver à la NIFT. Si c'est pas bien délimité, on est dans le carcinome papillaire, variante vésiculaire. On regarde la capsule et l'invasion, bien sûr, vasculaire. Si on a une effraction capsulaire avec une angio-invasion, on n'est plus dans la NIFT, on est dans le carcinome folliculaire ou bien dans le carcinome papillaire variante vésiculaire. On continue notre chemin pour arriver à la NIFT. Si on a une architecture majoritairement folliculaire, sans papilles, sans psammome, sans contingence solide, sans papilles, eh bien, on est toujours sur le chemin de la NIFT. Mais si on a un de ces éléments, on passe dans les variantes du carcinome papillaire. Maintenant, on regarde la présence de nécrose et les mitoses. Si on a de la nécrose ou de la mitose, on est dans un carcinome peu différencié. Sinon, on continue. Et si on a des caractéristiques nucléaires du papillaire, eh bien, on arrive au final à poser un diagnostic de NIFT. Sinon, ça sera tout simplement un adénome. Cas particulier, c'est demander un deuxième avis. Eh bien, dans le cas où c'est une NIFT, tout se base sur la macroscopie. Comme je vous l'ai dit, c'est inclure toute la capsule. Alors le problème se pose si la capsule n'a pas été incluse en totalité dès le départ, parce que le pathologiste qui va vous donner un deuxième avis n'a pas vu la macro, ne sait pas ce que le premier pathologiste a fait. Et bien, du coup, le diagnostic rétrospectif est presque impossible pour une NIFT. C'est pour ça qu'il faudrait que, dès le départ, une bonne macroscopie, une bonne étude pour poser un diagnostic de NIFT. Peut-on s'aider de la biologie moléculaire et de l'immunohistochimie dans les cas de lésions qui posent problème où on ne sait pas NIFT ou pas? Oui, on peut s'aider. Comme je l'ai dit, dans les NIFT, c'est des lésions qui sont apparentées aux lésions vésiculaires. Donc, on n'aura pas d'anomalie du BRAF V600E. Donc, on peut utiliser une immunohistochimie. Et quand c'est une lésion qui est BRAF, ce n'est pas une NIFT, parce que dans la NIFT, on a les mutations du RAS et jamais la BRAF V600E. Alors, deuxième chapitre qui est apparu dans la classification OMS 2017, c'est les tumeurs oncocytaires. Alors, c'est quoi les tumeurs oncocytaires? C'est des tumeurs qui sont formées de plus de 75% des cellules par des cellules oncocytaires, des cellules éosinophiles, roses. Alors, c'est des tumeurs qui ont une clinique, une morphologie, une évolution et un profil moléculaire qui est particulier. Et sans exclure de ces lésions, même si elles ont des cellules éosinophiles, le carcinome papillaire à cellules hautes et les tumeurs de Bartin. On les appelle aussi les tumeurs à cellules de Hürtel. Alors, dans ces tumeurs oncocytaires, on classe l'adénome oncocytaire, les tumeurs de potentiel de malignité incertain et le carcinome oncocytaire avec 3 variants. Encapsulé invasion minime, encapsulé angio-invasif et largement invasif. Alors, le carcinome oncocytaire au niveau de la classification 2004, était une des variantes du carcinome papillaire et folliculaire. Mais actuellement, en 2017, c'est une entité qui est à part. Alors, pourquoi? Parce que le risque de métastase ganglionnaire et le risque de mortalité est beaucoup plus élevé. Et parce que, et surtout, la signature moléculaire est différente. Alors, les signes de malignité sont l'invasion capsulaire et ou vasculaire, et les atypies, les mitoses, le pléomorphisme ne sont pas des critères déterminants par rapport à la malignité. Alors, quand on a plus ou égal à 4 angio-invasions, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et comme je vous ai dit, le profiling moléculaire est particulier parce qu'on a des anomalies de la voie PI3, AKT, mTOR
qui est là, c'est la voie de signalisation interne qui augmente, qui entraîne la prolifération cellulaire, et on a également la voie WNT bêta-caténine qui est activée par le récepteur WNT et bien sûr qui arrive également à la prolifération cellulaire. Donc toutes ces anomalies génétiques, elles peuvent nous aider non seulement par rapport aux thérapies ciblées, thérapies génétiques, mais également par rapport au pronostic, parce qu'il y a beaucoup de papiers maintenant qui parlent des facteurs pronostiques et surtout des facteurs liés à l'apparition de métastases et à la progression de maladies concernant ces anomalies génétiques dont je vous ai parlé. Alors, classification OMS 2017, qu'est-ce qu'elle a eu comme répercussion? Eh bien, on a eu une révision également de la classification PTNM 2017, avec l'apparition, surtout au niveau du stade 3, du stade 3A, avec son extension microscopique extra-thyroïdienne, et le stade T3B, où on a une extension macroscopique, c'est-à-dire à l'œil, qu'on voit aux muscles pré-thyroïdiens. Il y a eu également un changement par rapport à l'âge, au niveau des stades, où on est passé à un âge qui était limite de 45 ans, qui a augmenté de 10 ans, et on est passé à un âge de 55 ans. Un petit mot sur la cytologie thyroïdienne, parce que la révision de la classification OMS 2017 a apporté également une révision au niveau de la classification Bethesda 2017, parce qu'on a vu l'événement, l'apparition de cette lésion vésiculaire encapsulée avec des caractéristiques papillaires, c'est la NIFT. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Eh bien, on a toujours les 6 items. Non-diagnostic, bénin, indéterminé, suspicion de néoplasme folliculaire, suspicion de malignité et malin. Alors, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va classer la NIFT? Eh bien, la NIFT, on la met dans ces 3 catégories. Dans le néoplasme, suspicion de néoplasme folliculaire, dans la suspicion de malignité et dans le malin. Alors, peut-on toujours poser des diagnostics sur une cytologie? Oui, on pose le diagnostic d'un carcinome papillaire sur une cytologie facilement parce qu'on a les critères nucléaires du papillaire, comme je vous ai expliqué, qui nous aident, des critères stricts et qui nous aident à poser des diagnostics du carcinome papillaire. Maintenant, par rapport à la NIFT, est-ce qu'on peut poser ce diagnostic sur une cytologie? Eh bien, on peut la suspecter devant une lésion vésiculaire avec des critères nucléaires du papillaire sans pouvoir éliminer un carcinome papillaire dans sa variante vésiculaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capsule. On ne sait pas s'il y a une effraction capsulaire, on ne sait pas s'il y a une angio-invasion. Alors, c'est une lésion, comme je vous ai dit, qui est classée en 4, 5 ou bien en 3. Et on peut s'aider, comme ce papier ici le montre, on peut s'aider de l'immunohistochimie sur cytologie et de la biologie moléculaire en recherchant la mutation, bien sûr, BRAF V600E. Si c'est positif, eh bien, on est dans le carcinome papillaire. Si c'est négatif, on est plutôt dans une NIFT. Alors, la cytologie thyroïdienne était toujours efficace? Oui, elle est efficace. Alors, plusieurs études ont montré qu'il n'y a pas de diminution de la fiabilité de cytoponction, même après la révision de la TNM, et que les taux de faux négatifs étaient vraiment très bas. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de nouveautés par rapport à la classification OMS 2017 avec l'apparition de variants et l'apparition de deux nouveaux sous-chapitres, avec les critères morphologiques qui ont maintenant leur importance par rapport aux critères nucléaires du papillaire et aux critères de l'invasion capsulaire et à l'angio-invasion qui sont des critères purement morphologiques. On ne sait pas d'immunohistochimie ni de biologie moléculaire. On n'a besoin que de bonnes coupes, de faire une bonne macro et on a besoin de nos yeux. La classification OMS 2017 a permis également de réviser la PTNM, mais également la classification Bethesda 2017. Et comme vous le savez, dans cette prise en charge des tumeurs thyroïdiennes, il faut une prise en charge qui est pluridisciplinaire et il faut surtout essayer d'unifier le langage. C'est pour ça que je vous propose un compte-rendu standardisé anatomopathologique des cancers thyroïdiens où on a bien sûr la partie macroscopique où on décrit les lésions, la pièce et les lésions macroscopiques, mais également sur le plan histologique, on doit préciser le type histologique sur la classification OMS 2017. Le sous-type histologique avec les facteurs pronostiques et prédictifs qui sont le nombre de mitoses, la présence ou non de nécrose, les lésions capsulaires, bien sûr, préciser si la capsule a été incluse en totalité ou pas. Les capsules lésionnelles, est-ce qu'il est infiltré ou pas? Et l'importance de l'infiltration. Comme vous avez vu, c'est est-ce que c'est invasion minime ou invasion massive? Il faut bien sûr voir l'extension extra-thyroïdienne pour le PTNM. Il faut préciser la taille de la tumeur, l'invasion vasculaire présente ou pas, la multifocalité, la bilatéralité, les limites et bien sûr le nombre de ganglions. Alors tout ceci permet de classer. Pardon, il y a une diapo qui a sauté. Bon, tout ceci permet de classer ces lésions thyroïdiennes en patients de bas risque, de risque intermédiaire et de haut risque, avec des implications thérapeutiques que vous connaissez. Et maintenant, on peut proposer même pour les patients qui ont des lésions thyroïdiennes de bas risque, une surveillance active, chose qui ne se faisait pas avant. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Merci, professeur Sana Bouid, d'avoir fait un
panorama, un focus sur la nouvelle classification OMS de 2017, avec ses applications thérapeutiques pour l'endocrinologue et pour le chirurgien.